17h sur France Culture, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de En français dans le texte. Bonjour à tous. Tous les samedis à 17h, écoutez les plus belles pages de la littérature française. Ensemble, nous allons faire revivre les grands textes de notre patrimoine littéraire, philosophique ou historique dans la voix de grands comédiens. Puis les analyser de manière experte avec le concours du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, L'île des esclaves de Marivaux. Autour de 17h30, En français dans le texte continue avec la grande dictée de Rachid Santaki. Dans le cadre de ce week-end spécial Liban, les mots de l'écrivain franco-libanais Amin Malouf, le père de Léon l'Africain, s'envoleront vers vous. Notre invité, le boxeur Souleymane Sissoko, prendra note et nous parlera de son rapport à la langue. Enfin, l'anagramme d'Étienne Klein, le jeu de mots de notre malicieux physicien pour la minute de fin. À écouter tout de suite sur France Culture, bien sûr. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Marivaux est surtout connu pour ses textes sur l'amour, les fausses confidences, le jeu de l'amour et du hasard ou encore la double inconstance. À regarder ce minuscule livre de poche, à la typographie très aérée, on se dit que cette petite comédie en un acte et en prose, 11 scènes qui dépassent tout juste les 30 pages, n'a pu être pour son auteur qu'une esquisse ou un bref passe-temps. Venant de Marivaux, on s'attend à un air de marivaudage, cet art subtil de la conversation galante. Publié en 1725, on imagine enfin que cette comédie arrive à point nommé, répondant à l'atmosphère légère de ces années folles qui suivirent la mort du vieux roi Soleil. La surprise, en réalité, vient du titre « L'île des esclaves ». Tiens, ce titre rappelle les codes de l'utopie ou du roman d'aventure. Mais après tout, pourquoi pas? Rappelons que Marivaux était le contemporain de Daniel Defoe et de Jonathan Swift. Le rideau se lève d'ailleurs sur un décor banal, à l'exotisme abstrait, tout à fait propice aux aventures d'un Robinson échoué là, auprès de Vendredi. Le théâtre représente une mer, écrit l'auteur, et des rochers d'un côté, et de l'autre quelques arbres et des maisons. Un naufrage vient justement d'avoir lieu, et 2 rescapés entrent en scène. Mais voilà que cette petite comédie déjoue très vite nos attentes. Nul marivaudage, le motif amoureux sans enjeux sentimentaux, n'est abordé qu'en passant et sur le mode de la parodie, entre les scènes 6 et 8. Pour l'aventure et l'utopie aussi, c'est complètement raté. En réalité, sur cette île où échouent Iphicrate et son valet Arlequin, les maîtres arrivant de l'étranger étaient autrefois mis à mort. Imprégné du sang de ces anciennes luttes sociales, ce bord que foulent les personnages se teinte soudain d'une couleur plus racinienne que romanesque, plus tragique qu'utopique. La pièce raconte une mise à l'épreuve, celle de 4 personnages marchant en duo. Iphicrate, dont le nom affiche l'origine athénienne, et son valet Arlequin, type du bouffon à l'italienne. Ça, c'est pour le premier duo. Euphrosine, également grecque, et sa suivante Cléantise, ça, c'est pour le deuxième. Et c'est Trivelin qui va les accueillir sur cette plage avec quelques autres habitants de l'île et leur expliquer le défi qui les attend. Une inversion des rôles. Sur cette île, les esclaves deviennent les maîtres et les maîtres les esclaves. De ce substrat qui paraît assez basique, surgit une crise sociale et morale très profonde, où s'engagent de douloureuses épreuves psychologiques. Tous les personnages finissent par pleurer, ce sera à la scène 10. Vous entendrez notamment l'humiliation des maîtres et la rancœur des valets. S'il s'agit bien d'une comédie, le rire y est cependant assez ambigu. Dans la notice de l'édition de la Pléiade, Henri Coulet et Michel Gillot ajoutent « Aucune pièce de Marivaux n'a plus de philosophie, aucune n'a plus de théâtralité, tout y est sens et tout y est jeu ». Tout en remplissant leur fonction de scène d'exposition, les 2 premières scènes que vous allez entendre concilient ce double registre, la fiction théorique et le rire que procure le jeu, le sourire distancié du divertissement théâtral. Elle constitue un lieu de nulle part, à valeur réflexive. Oui, mais comment ?
On écoute et on y répond juste après, extrait de L'île des esclaves de Marivaux, scènes 1 et 2, mise en scène par Simon Heine à la Comédie Française en 1973, avec, dans le rôle d'Iphicrate, Jacques Destoupes, dans le rôle de Trivelin, Dominique Rozan, dans celui d'Arlequin, Yves Pignot, dans celui d'Euphrosine, Tania Torrent, enfin pour jouer Cléantis, la grande Catherine Yegel. Arlequin. Arlequin! Ah, mon patron! Que deviendrons-nous dans cette île? Nous deviendrons maigres, éthiques, et puis morts de faim. Voilà mon sentiment et notre histoire. Nous sommes seuls. Échappés du naufrage. Tous nos amis ont péri. Et j'envie maintenant leur sort. Hélas, ils sont noyés dans la mer et nous avons la même commodité. Dis-moi, quand notre vaisseau s'est brisé sur les rochers, hé! Quelques-uns des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe. Il est vrai que les vagues l'ont enveloppée, je ne sais ce qu'elle est devenue, mais peut-être auront-ils eu le bonheur d'aborder dans quelque endroit de cette île. Et je suis d'avis que nous les cherchions. Cherchons, il n'y a pas de mal à cela. Mais reposons-nous un peu auparavant. Boire un petit coup d'eau de vie. Hé! Arlequin! Et j'ai sauvé ma pauvre bouteille. La voilà. J'en boirai les 2/3 comme de raison, et puis je vous donnerai le reste. Ne perdons pas de temps. Suis-moi. Si je ne me sauve, je suis perdu. Et je ne reverrai jamais Athènes. Car nous sommes dans l'île des esclaves. Mais qu'est-ce que c'est que cette race-là? Chut! Des esclaves de la Grèce, révoltés contre leur maître, et qui depuis 100 ans sont venus s'établir dans cette île. Et leur coutume, mon cher Arlequin, est de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent. Ou de les jeter dans l'esclavage. Hé! Chaque pays a sa coutume. Ils tuent les maîtres à la bonne heure. Je l'ai entendu dire aussi. Mais on dit qu'ils ne font rien aux esclaves comme moi. Cela est vrai? Encore vit-on? Mais je suis en danger de perdre la liberté. Et peut-être la vie. Arlequin! Cela ne suffit-il pas pour me plaindre? Je vous plains de tout mon cœur. Cela est juste. Suis-moi donc. Commandant? Que veux-tu dire? Mais parle donc! As-tu perdu l'esprit? À quoi penses-tu? Ah, monsieur Iphicrate, la drôle d'aventure. Ah, je vous plains par ma foi, mais je ne saurais m'empêcher d'en rire. Le coquin abuse de ma situation. J'ai eu tort de lui dire où nous sommes. Arlequin! Ta gaieté ne vient pas à propos. Allez, marchons de ce côté. J'ai les jambes si engourdies. Avançons. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Comme vous êtes civil et poli, c'est l'air du pays qui fait cela. Allons, hâtons-nous. Faisons seulement une demi-lieue sur la côte pour chercher notre chaloupe. Et nous la trouverons peut-être avec une partie de nos gens. Et en ce cas-là, nous nous rembarquerons avec eux. Badin! Comme vous tournez cela, l'embarquement est divin. Quand on vogue, 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 l'embarquement est divin. Quand on vogue avec Catin. Mais je ne te comprends pas, mon cher Arlequin. Mon cher patron, vos compliments me charment. Vous avez coutume de m'en faire un coup de gourdin qui ne valent pas ceux-là. Et le gourdin est dans la chaloupe et... Hé! Ne sais-tu pas que je t'aime? Oui. Mais les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules et cela est mal placé. Ainsi tenez. Pour ce qui est de nos gens, que le ciel les bénisse. S'ils sont morts, en voilà pour longtemps. Et s'ils sont en vie,
cela se passera et je m'en goberge. Mais j'ai besoin d'eux. Moi. Oui, cela se peut bien. Chacun a ses affaires, que je ne vous dérange pas. Esclave insolent. Ah! Vous parlez la langue d'Athènes. Mauvais jargon que je n'entends plus. Mais connais-tu ton maître? N'es-tu plus mon esclave? Je l'ai été. Je le confesse à ta honte. Va. Je te le pardonne. Les hommes ne valent rien. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave, tu me traitais comme un pauvre animal et tu disais que cela était juste parce que tu étais le plus fort. Eh bien, Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi. On va te faire esclave à ton tour. On te dira aussi que cela est juste. Et nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là. Je t'attends là. Tu m'en diras ton sentiment. Quand tu auras souffert, tu seras plus raisonnable. Tu sauras mieux ce qu'il est permis de faire souffrir aux autres. Mais tout en irait mieux dans le monde si ceux qui te ressemblent recevaient la même leçon que toi. Misérable, tu ne mérites plus de vivre. Hein? Doucement, je ne t'obéis plus, prends-y garde! Arrêtez! Que voulez-vous faire? Punir l'insolence de mon esclave. Votre esclave? Vous vous trompez, l'on vous apprendra à corriger vos termes. Prenez cette épée, mon camarade, elle est à vous. Que le ciel vous tienne gaillard, brave camarade que vous êtes. Comment vous appelez-vous? Est-ce mon nom que vous demandez? Oui, vraiment? J'en ai pas, mon camarade. Quoi donc vous n'en avez pas? Non, je n'ai que des sobriquets qu'il m'a donnés. Il m'appelle quelquefois Arlequin et quelquefois... Hé! Hé! Ah, le terme est sans façon. Hein. Je reconnais ces messieurs à de pareilles licences. Et lui, comment s'appelle-t-il? Au diantre, il s'appelle par un nom, lui, c'est le seigneur Iphicrate. Le seigneur Iphicrate. Eh bien, changez de nom à présent. Soyez le seigneur Iphicrate à votre tour, et vous, Iphicrate, appelez-vous Arlequin, ou bien... Que nous allons rire. Seigneur, Souvenez-vous en prenant son nom, mon cher ami, qu'on vous le donne bien moins pour réjouir votre vanité que pour le corriger de son orgueil. Ah oui, oui, corrigeons. Marron! Parlez donc, mon bon ami, voilà encore une licence qu'il lui prend. Oh, dans ce moment-ci, il peut vous dire tout ce qu'il voudra. Misérable. Arlequin, votre aventure vous afflige, et vous êtes outré contre Iphicrate, et contre nous. Ne vous gênez point, soulagez-vous par l'emportement le plus vif. Traitez-le de misérable, et nous aussi, tout vous est permis à présent. Mais ce moment-ci passé, n'oubliez pas que vous êtes Arlequin, que voici Iphicrate, et que vous êtes auprès de lui ce qu'il était auprès de vous. Ce sont là nos lois, et ma charge dans la République est de les faire observer en ce canton-ci. Ah, la belle charge. Moi, esclave de ce misérable? Il a bien été le vôtre. Et là, s'il n'a qu'à être bien obéissant, j'aurais 1000 bontés pour lui. Monsieur, je suis esclave aussi, moi, et du même vaisseau. M'oubliez pas, s'il vous plaît. Non, non, ma belle enfant, j'ai bien connu votre condition à votre habit et j'allais vous parler de ce qui vous regarde. Mais laissez-moi d'abord achever ce que j'avais à dire. Arlequin. Oui. Oh, à propos, je m'appelle Iphicrate. Tâchez de vous calmer. Hein? Vous savez qui nous sommes, sans doute. Au morbleu d'aimable gens. Raisonnable. Ne m'interrompez point, mes enfants. Je pense donc que vous savez qui nous sommes. Quand nos pères, irrités de la cruauté de leur maître, quittèrent la Grèce et vinrent s'établir ici, dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçus de leur patron, la première loi qu'ils y firent fut d'ôter la vie à tous les maîtres. Que le hasard ou le naufrage conduirait dans leur île, et de rendre la liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus de vous, nous vous corrigeons. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons, c'est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensibles aux maux qu'on y éprouve. Nous vous humilions afin que nous trouvant superbe, vous vous reprochiez de l'avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre cours d'humanité, dure 3 ans, au bout desquels on vous renvoie si vos maîtres sont contents de vos progrès. Et si vous ne devenez pas meilleur, nous vous retenons par charité pour les nouveaux malheureux que vous iriez faire encore ailleurs, et par bonté pour vous, nous vous marions avec une de nos citoyennes. Ce sont là nos lois. À cet égard, mettez à profit leur rigueur salutaire. Remerciez le sort qui vous conduit ici.
Ils vous remettent en nos mains, durs, injustes, superbes. Ah, vous voilà en mauvais état. Nous entreprenons de vous guérir. Vous êtes moins nos esclaves que nos malades. Et nous ne prenons que 3 ans pour vous rendre sains, c'est-à-dire humains, raisonnables et généreux pour toute votre vie. Et le tout gratis, sans purgation ni saignée. Peut-on de la santé à meilleur compte? Au reste, ne cherchez point à vous sauver de ces lieux, vous le tenteriez sans succès, et vous feriez votre fortune plus mauvaise. Commencez votre nouveau régime de vie par la patience. Dès que c'est pour son bien, qu'y a-t-il à dire? Quant à vous, mes enfants, vous devenez libres et citoyens. Ah, vous aurez soin de changer d'habit ensemble. C'est l'ordre. Je vous apprends au reste que vous avez 8 jours à vous réjouir du changement de votre état. Après quoi, l'on vous donnera, comme à tout le monde, une occupation convenable. Qu'on conduise le seigneur Iphicrate. Oh! C'était L'île des esclaves de Marivaux par les comédiens de la Comédie Française dans une mise en scène de Simon Hayne. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Et maintenant, comment analyser ce texte? Que retenir de ces 2 premières scènes? Les premières répliques de la pièce nous donnent à entendre la relation maître-valet avant l'inversion des rôles, comme un aperçu du lien social, normal, qui unit depuis toujours le maître à son valet. Alors que le naufrage vient d'avoir lieu, Iphicrate soupire. Rappelons que son nom signifie étymologiquement « qui règne par la violence ». Il soupire juste avant d'appeler son valet. Soupir aux accents autoritaires qui trouvent un écho ironique dans la soumission feinte d'Arlequin, avec une bouteille de vin qu'il a à sa ceinture, comme l'indique la didascalie. Le valet annonce qu'il en boira les 2 tiers, comme de raison, autrement dit, comme il est juste qu'on fasse. La plaisanterie révèle d'emblée les liens ambivalents entre complicité et résistance qui unissent maître et valet, également illustrés par les 2 premières répliques. Arlequin, mon patron. La supériorité du maître nourrit, chez celui qui l'a subi, un esprit de vengeance faite pour l'heure de petits gestes malhonnêtes ou de resquilles. Le maître n'est pas dupe, mais il a tout intérêt à fermer les yeux, car sans le maître, l'esclave ne serait rien, mais sans l'esclave, le maître ne serait pas le maître. Bien avant Hegel, Marivaux a perçu et mis en scène le caractère dialectique de cette relation, qui voit le maître devenir passif, soumis aux lois d'un monde qu'il considère avec fatalisme. Tous nos camarades ont péri et j'envie maintenant leur sort et dépendent de son esclave, avec ce premier soupir d'Iphicrate appelant Arlequin. Tandis que l'esclave s'accomplit et s'affranchit par l'action de transformer le monde, il œuvre à renverser même symboliquement le rapport de domination qu'il subit, comme avec cette bouteille qu'il boit aux 2 tiers par justice. C'est alors qu'Iphicrate révèle à Arlequin que sur cette île, les maîtres risquent leur vie, tandis que les esclaves ne risquent rien. Le lien de maître à esclave se trouve subitement dissous. À peine Arlequin l'a-t-il compris qu'il siffle, chante, badine, manifeste son indifférence pour le sort de son maître, signalé par la didascalie indifféremment, et finit même par s'écrier « Chacun a ses affaires ». Arlequin a, avouons-le, une conscience parfaitement claire de sa condition. Dès la fin de la première scène, il lui revient d'exprimer la philosophie sociale de la pièce. Il la formule avec énergie, en usant du tutoiement égalitaire des républiques. Et tu disais que cela était juste parce que tu étais le plus fort. Autrement dit, les puissants appellent justice l'exercice de leur force. Tes forces sont diminuées, écrit encore Marivaux, car je ne t'obéis plus, prends-y garde. C'est-à-dire que leur force, les puissants la doivent à leurs subalternes. L'ouverture de cette minuscule pièce se conclut sur ces mots, éminemment subversifs, à la manière de Pascal et de la Boétie. Une utopie, disions-nous, dans cette grotte magique, le théâtre, tous les possibles semblent permis. Le naufrage, l'île, ce régime politique inédit, loin d'Athènes d'où viennent les naufragés, on tend en effet vers l'utopie. Mais le genre se concentre habituellement à imaginer un modèle de société idéale. Ici, cette description s'avère très vite secondaire. L'essentiel est ailleurs, comme nous l'apprend Trivelin dans la 2e scène.
Nous ne nous vengeons plus de vous, nous vous corrigeons. Le séjour dans l'île n'est donc pas le moyen d'exposer une fiction politique, comme les Lumières les affectionnent, comme l'apologue des troglodytes dans les lettres persanes de Montesquieu, ou alors encore comme l'état de nature dans le second discours sur l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau. L'essentiel réside dans le processus de rééducation des esclavagistes, processus pédagogique autant que thérapeutique, puisqu'il s'agit de guérir les anciens maîtres. Vous êtes moins nos esclaves que nos malades, et nous ne prenons que 3 ans pour vous rendre sains, c'est-à-dire humains, raisonnables et généreux pour toute votre vie. Extrait de la scène 2. On s'attend alors à voir comment les maîtres, en se glissant dans la peau de l'esclave, deviennent plus raisonnables et humains, faisant de la pièce un cours d'humanité, même au prix de la violence. Pour détruire la barbarie dans le cœur des maîtres, tout est permis aux valets. Ne vous gênez point, soulagez-vous par l'emportement le plus vif, conseille ainsi Trivelin à Arlequin. Guérir le mal par le mal, on voit dans quelle contradiction s'enferreraient alors les prétendus pédagogues. Mais transformer les maîtres en esclaves et les esclaves en maîtres ne permet en rien, malheureusement, de rétablir la justice. Et si les tyrans ont ici beaucoup à apprendre, c'est aussi le cas des opprimés. Il leur faut notamment faire le chemin de la vengeance jusqu'au désir de justice. Car si la conscience sociale d'Arlequin est déjà bien développée, ce n'est pas le cas de sa conscience morale. Sur cette île, il va partir à la découverte de sa propre générosité. Derrière l'apparente utopie, la clairvoyance de Marivaux le moraliste demeure. Les hommes ne valent rien, dit Arlequin à l'orée de la pièce. Il n'en restera pas là en travaillant sur lui et en utilisant les instruments du théâtre. Et voici le dernier point de cette analyse, point sur lequel les professeurs de l'éducation nationale souhaitaient insister. Les premières scènes nous font entrer dans la tradition du carnaval. En recourant à la force, ne cherchez point à vous sauver, les insulaires procèdent à un renversement des rôles qui confine d'emblée à la fête des fous. C'est en badinant qu'Arlequin traite son maître de badin, et sa chanson de marine, réécriture assez obscène du motif galant de l'embarquement pour Cythère, est une forme de désobéissance par le rire qui échappe à la logique en place. D'ailleurs, son maître ne le comprend pas. Le rire d'Arlequin déjoue la colère d'Iphicrate et fait voler en éclats la raison ordinaire. Tout de suite suivi d'un exposé prononcé d'un air sérieux, nous dit l'auteur, ce rire apparaît comme une étape dans l'instauration d'un nouveau monde, où c'est désormais le valet qui instruit le maître sur son sort. La fragilité du pouvoir y est d'emblée pointée du doigt. L'énoncé des règles politiques de l'île par Iphicrate est immédiatement suivi du refus d'obéissance. D'un valet goguenard, le pouvoir en place vacille. Seul, Iphicrate n'est plus rien. Il se montre lâche, veule, colérique et enfin violent quand il brandit son épée par désespoir. La grande tirade sérieuse et humaniste de Trivelin, point culminant de cette longue exposition, se prolonge immédiatement dans le rire éclatant du bouffon, comme si à l'orée de la pièce étaient célébrées les noces de la sagesse et de la folie. Mais à l'aube des Lumières, cette joyeuse association ne serait rien sans sa part théâtrale. Le théâtre dans le théâtre se met en effet en place dès ce moment où l'action s'inaugure. Arlequin d'abord, par ses traits typiques de la comédie italienne, son goût pour la bouteille, son insouciance et sa joie de vivre, mais aussi son humour et son ironie face à l'adversité, Arlequin ne cesse d'introduire de la distance et du jeu au cœur de cette expérimentation sociale. Trivelin ensuite, dès sa première apparition, il se montre moins comme un fonctionnaire de l'île chargé d'accueillir les étrangers que comme un metteur en scène qui distribue les rôles. D'emblée, tout puissant sur la gestuelle d'Iphicrate dont il arrête l'épée, mais aussi sur son discours, c'est à lui que revient d'intervertir les costumes et les noms. Trivelin est bien le maître d'œuvre d'une comédie qui se donne pour telle, instaurant une profonde connivence avec le public. Pour conclure, si l'exposition de l'île des esclaves peut sembler longue pour une pièce si courte, on voit avec quelle légèreté et quelle délicatesse elle met en place ses propres codes. En se jouant des attentes du spectateur, quitte à multiplier les fausses pistes, elle fait entendre l'originalité de sa voix, mêlant le sens et le jeu, la philosophie et la théâtralité. On se quitte avec un extrait de la scène 3 de l'île des esclaves de Marivaux. Trivelin, Euphrosine et Cléanthis sont ici réunis, et dans cette scène, c'est Euphrosine qui fait les frais de la satire.
ça, ma compatriote, car je regarde désormais notre île comme votre patrie. Dites-moi aussi votre nom. Je m'appelle Cléantis et elle, Euphrosine. Cléantis. Oh, passe pour cela. J'ai aussi des surnoms. Vous plaît-il de les savoir? Ouida, et quels sont-ils? J'en ai une liste. Sotte, ridicule, bête, butorde, imbécile. Impertinente que vous êtes. Tenez, en voilà encore un que j'oubliais. Effectivement. Venons-en maintenant à l'examen de son caractère. Je vous prie, monsieur, que je me retire et que je n'entende point ce qu'elle va dire. Hélas, ma chère dame, cela n'est fait que pour vous. Il faut que vous soyez présente. Restez, un peu de honte et bien vite passé. Vaine, minaudière et coquette. Voilà d'abord à peu près sur quoi je vais vous interroger au hasard. Cela la regarde-t-il? Ça lui ressemble comme son visage. Ne voilà-t-il pas assez, monsieur? Ah, je vous félicite du petit embarras que cela vous donne. C'est bon signe, et j'en augure bien pour l'avenir. Mais ce ne sont encore là que les grands traits. Détaillons un peu cela. En quoi donc, par exemple, lui trouvez-vous les défauts dont nous parlons? En quoi? Partout, à toute heure, en tout lieu. Je vous ai dit de m'interroger, mais par où commencer, je n'en sais rien, je m'y perds, il y a tant de choses. J'en ai tant vu, tant remarqué de toutes les espèces que cela se brouille. Madame. Madame se tait, madame parle, elle regarde, elle est triste, elle est gaie, silence, discours, regard, tristesse et joie. C'est tout un, il n'y a que la couleur de différente, mais c'est vanité. Muette, contente ou fâchée, c'est coquetterie. Babillarde, jalouse ou curieuse, c'est madame. Toujours vaine ou coquette l'un après l'autre, tous les deux à la fois, voilà ce que c'est, voilà par où je débute. Rien que cela. Je n'y saurais tenir. Attendez, ce n'est qu'un début. Madame se lève. A-t-elle bien dormi? Le sommeil l'a-t-il rendue belle? Se sent-elle du vif, du sémillant dans les yeux? Vite, sur les armes. La journée sera glorieuse. Qu'on m'habille. Madame verra du monde aujourd'hui, elle ira au spectacle, aux promenades, aux assemblées, son visage peut se manifester, peut soutenir le grand jour. Il fera plaisir à voir, n'a qu'à le promener, hardiment, il est en état, il n'y a rien à craindre. Elle développe assez bien ça. Madame, au contraire, a-t-elle mal reposé? Ah, qu'on m'apporte un miroir, comme me voilà faite, que je suis mal bâtie, cependant on se mire. On éprouve son visage de toutes les façons, rien ne réussit, des yeux battus, un teint fatigué, voilà qui est fini, il faut envelopper ce visage-là, nous n'aurons que du négligé. Madame ne verra personne aujourd'hui. Pas même le jour, si elle peut. Du moins fera-t-il sombre dans la chambre. Cependant, il vient compagnie, on entre. Que va-t-on penser du visage de madame? On croira qu'elle en l'est dit. Donnera-t-elle ce plaisir-là à ses bonnes amies? Non. Il remet à tout. Vous allez voir. Comment vous portez-vous, madame? Très mal, madame. J'ai perdu le sommeil. Il y a 8 jours que je n'ai fermé l'œil. Je n'ose pas me montrer. Je fais peur. Et cela veut dire... Messieurs, figurez-vous que ce n'est point moi, au moins. Ne me regardez pas. Remettez à me voir. Ne me jugez pas aujourd'hui. Attendez que j'ai dormi. Oh. Et j'entendais tout cela, moi. Car nous autres esclaves, nous sommes doués contre nos maîtres d'une pénétration. Sont de pauvres gens pour nous. Courage, madame, profitez de cette peinture, car elle me paraît fidèle. C'était L'île des esclaves de Marivaux, sur une mise en scène de Simon Heine, jouée à la Comédie Française en 1973. Un grand merci à Cyril Chervet, professeur au lycée Molière à Paris, qui a préparé cette analyse, avec l'aide précieuse de Patrick Laudet, inspecteur général de l'Éducation nationale, et d'Anne Zimzak. Sur la page de l'émission, vous trouverez en complément d'analyse des clarifications grammaticales. Tout de suite, En français dans le texte continue, avec la dictée de Rachid Santaki, un papier, un stylo, et on se retrouve dans quelques instants. Voici rivière sous mes yeux, mes prières à ses dieux. J'ai pas vu d'hiver aussi froid, jamais l'enfer d'aussi bas. Allez, bouge ton corps à la gauche et à la droite. Allez, on se tord, on n'est pas des automates. Allez, viens danser, danser coûte que coûte. On n'a pas besoin de doute. Allez, secoue-toi, reste pas là dans ton lit. Qu'est-ce que tu racontes, tout ça tu l'as déjà dit. Mais n'importe quoi, n'importe quelle chanson. Allez, monte le son, y a trop de choses dans nos têtes.
de nuit sans conseil. Garder le cœur en fête, le cœur holiday. On est bien n'importe où, c'est ça le soleil. Garde le cœur debout, le cœur holiday. Et quand tu tombes à genoux, garde le cœur en fête. Garde le cœur debout, garde le cœur holiday. Et si la vie te rend fou, même sans le soleil, garde le cœur debout, garde le cœur holiday. 13 ans après un premier album, Life in Cartoon Motion, qui a cartonné, c'est le cas de le dire, le Libanais Mika revient et chante en français ce chœur Holiday. Il a donné samedi dernier un concert en direct, mais virtuel sur YouTube. L'argent sera reversé à des associations qui œuvrent à la reconstruction de Beyrouth. Bienvenue sur France Culture, c'est un week-end spécial Liban en partenariat avec l'Institut du monde arabe. France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Moi, si j'ai bien une qualité, c'est que je fais jamais de faute d'orthographe. Faux! Les gens qui écrivent bien, ceux qui font pas de faute d'orthographe, ils aiment bien te foutre la honte en lisant et en corrigeant ce que t'as écrit. Légumes, accent aigu et légumes. Soupe, mais t'as écrit soupe avec 5 P! Heureusement qu'il existe les claviers d'ordinateur. Chaque fois que je fais une faute, je sors la même excuse. Non, je pense que ça doit juste être une faute de frappe. Chose que tu peux pas faire quand t'écris avec un stylo. Ah non, je pense que ça doit juste être une faute de stylo. Ouais, la faute de frappe, ça va pas marcher aujourd'hui. Vous voilà Norman, le youtubeur Rachid Santaki, bonjour. Bonjour Olivia. D'une faute à l'autre, impossible de tricher avec vous. Avec nous, pour cette grande dictée, le boxeur champion de France Souleymane Sissoko, bonjour. Bonjour. Pour un corps à corps avec les mots, pas de ring, mais un studio, pas de gants, mais un stylo. Ce n'est pas la première fois que vous vous prêtez à l'exercice, ou bien si, depuis l'école? Vous avez 29 ans aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois depuis l'école que je me prête à l'exercice. Vous connaissez Rachid Santaki? Oui, on se connaît super bien, c'est un grand ami. Et au-delà de ça, c'est une belle personne que j'apprécie beaucoup. Il vous avait jamais traîné dans une de ces dictées géantes, dans un stade de France ou ailleurs? Ouais, on a essayé plusieurs fois de mettre ça en place, mais c'est vrai que je suis beaucoup à l'étranger, donc c'est parfois compliqué. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Vous êtes donc en course maintenant pour une médaille olympique de l'orthographe, Rachid Santaki. C'est un week-end spécial ici sur France Culture consacré au Liban. On est en partenariat avec l'Institut du monde arabe et vous avez choisi pour nous un texte de l'écrivain franco-libanais Amin Malouf. Exactement, un extrait de Léon l'Africain. C'est un des romans merveilles d'Amin Malouf qui fut écrit en 1987. Et est-ce que la langue est difficile ? Non, le texte, alors c'était difficile pour moi de vous trouver un passage compliqué, désolé Souleymane, je ne voulais pas vous mettre en difficulté, mais du coup on a un texte assez accessible avec 2-3 mots peut-être qui vont interpeller nos auditrices et nos auditeurs. Alors Léon l'Africain, c'est une biographie romancée, une autobiographie imaginaire par Amin Malouf, de cet homme diplomate, commerçant arabo-andalou qui a vraiment vécu au XVIe siècle. Il s'appelait Hassan El Ouazan. Il a eu une vie géniale, pleine d'aventures, et il va être capturé par des pirates. Il va être offert au pape en pleine Renaissance italienne. Il deviendra géographe, et c'est à ce moment-là qu'il sera plus connu sous le nom de Léon l'Africain. On va avoir avec lui un pied en Occident, un autre en Orient. On reparle de ce texte juste après. Vous nous rappelez les règles de cette grande dictée pour les auditeurs de France Culture? Alors je vais donc effectuer 3 lectures. Une première lecture pour vous familiariser avec le texte et identifier les éventuelles difficultés. Ensuite, la deuxième lecture, donc Souleymane, vous pencherez sur votre copie et nous sommes là pour nous amuser évidemment, donc pas de pression. Et ensuite une troisième lecture, Olivia soulignera les fameuses difficultés de ce texte. Voilà, et Souleymane Sissoko a l'air de totalement résister à la pression. Vous avez des trucs pour ne pas faillir? Ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé un stylo? Non, parce que j'écris quand même de temps en temps. À la main? À la main, ouais, à la main. C'est vrai que on est une génération très connectée, téléphone portable, ordinateur, mais oui, j'écris de temps en temps à la main. Bon, sans inquiétude, on attaque cette dictée avec vous, Rachid Santaki. Merci Olivia. Souleymane Sissoko, prêt? Feu parté. Très bonne dictée, donc première lecture. Donc Léon l'Africain, Amin Malouf.
Quand j'avais commencé mon travail au Maristan, on m'avait fortement mis en garde contre ces malheureux. Jamais je ne devais leur adresser la parole, ni même leur donner l'impression de les remarquer. La dictée s'arrêtera là pour les écoliers. Pourtant, certains d'entre eux m'inspiraient pitié, surtout un homme âgé, maigre et à moitié chauve, qui passait sa journée à prier et à psalmodier, et qui embrassait tendrement ses enfants quand ils venaient le voir. Un soir, j'étais resté tard à mon bureau pour recopier les pages d'un registre sur lequel j'avais renversé par inadvertance une tasse de sirop. En partant, je louchai vers cet homme. Il pleurait, accoudé à l'étroite fenêtre de sa chambre. Quand il me vit, il se voila les yeux. Je fis un pas dans sa direction. Point final. Après la lecture, maintenant la dictée. C'est parti. Très belle et bonne dictée, Souleymane. Quand j'avais commencé, quand j'avais commencé mon travail, quand j'avais commencé mon travail au Maristan, virgule, quand j'avais commencé mon travail au Maristan, virgule, on m'avait fortement mis en garde contre ces malheureux. Point. Contre ces malheureux. Point. On m'avait fortement mis en garde contre ces malheureux. Point. Jamais je ne devais leur adresser la parole, virgule. Jamais je ne devais leur adresser la parole, virgule, ni même leur donner l'impression de les remarquer. Point. Je répète, jamais je ne devais leur adresser la parole, virgule, ni même leur donner l'impression de les remarquer. Point. La dictée s'arrête ici pour les écoliers. Pourtant, virgule, certains d'entre eux, m'inspiraient pitié, virgule. Pourtant, virgule, certains d'entre eux m'inspiraient pitié, virgule. Surtout un homme âgé, virgule. Surtout un homme âgé, virgule. Surtout un homme âgé, virgule. Maigre et à moitié chauve, virgule. Maigre et à moitié chauve, virgule. Donc je répète, surtout un homme âgé, virgule, maigre et à moitié chauve, virgule, qui passait sa journée à prier, et à psalmodier, virgule. Donc, qui passait sa journée à prier et à psalmodier, virgule. Donc, je répète, qui passait sa journée à prier et à psalmodier, virgule. Et qui embrassait tendrement, ses enfants,
quand il venait le voir, point. Et qui embrassait tendrement ses enfants quand il venait le voir, point. Est-ce que ça va bien? Tout va bien? Pas Ça trop va, rapide? Slimane? Non, ça va, Oui. j'arrive à... Super. Il y a une troisième lecture. Non, je continue, c'est pas, Ah, ce n'est c'est pas pas fini. fini. Dernière ligne droite. Il y a encore 3-4 phrases. Oui. Un soir, virgule. Un soir, virgule. J'étais resté tard à mon bureau. Un soir, virgule. J'étais resté tard à mon bureau. Un soir, virgule. J'étais resté tard à mon bureau pour recopier les pages. Pour recopier les pages. Pour recopier les pages d'un registre sur lequel j'avais renversé par inadvertance une tasse de sirop, point. Une tasse de sirop, point. J'avais renversé par inadvertance une tasse de sirop, point. En partant, virgule, je louchais, en partant, virgule, je louchais vers cet homme, point. En partant, virgule, je louchais vers cet homme, point. Il pleurait, virgule. Donc je répète, je louchais vers cet homme, point. Il pleurait, virgule, ça va, Souleymane? Ouais. Il pleurait, virgule. Accoudé, il pleurait, virgule. Accoudé à l'étroite fenêtre, accoudé à l'étroite fenêtre. Il pleurait, virgule, accoudé à l'étroite fenêtre de sa chambre, point. À l'étroite fenêtre de sa chambre, point. Quand il me vit, virgule, quand il me vit, virgule, quand il me vit, virgule, il se voila les yeux, point. Quand il me vit, virgule, il se voila les yeux, point. Quand il me vit, quand même, non? Quand, Ah. j'hésite, quand il me vit, virgule, il se voila les yeux, point. Je fis un pas dans sa direction, point final. Je répète, Souleymane, quand il me vit, virgule, il se voila les yeux, point. Je fis un pas dans sa direction, point. Ok. Ça va? Ouais. Point final. Très bien. Alors, qui a besoin d'une troisième lecture? Lève la main. D'accord, super. Lecture ou relecture? Une troisième lecture. Juste, une lecture. D'accord. Rachid. Très bien. Quand j'avais commencé mon travail au Maristan, virgule, on m'avait fortement mis en garde contre ces malheureux points. Non, mise en garde. Là, vous trichez quand même. Non, parce que j'ai peur de faire la liaison et qu'on puisse me reprocher que ce soit un personnage féminin. On sait que c'est un personnage masculin, on ne sait jamais. Enfin, je me contredis. Jamais je ne devais leur adresser la parole, virgule, ni même leur donner l'impression de les remarquer, point. Fin de la dictée pour les écoliers. Pourtant, virgule, certains d'entre eux m'inspiraient pitié, virgule, surtout un homme âgé, virgule, maigre et à moitié chauve, virgule, qui passait sa journée à prier et à psalmodier, virgule, et qui embrassait tendrement ses enfants quand ils venaient le voir, point. Un soir, virgule, j'étais resté tard à mon bureau pour recopier les pages d'un registre sur lequel j'avais renversé par inadvertance une tasse de sirop, point.
En partant, virgule, je louchais vers cet homme, point. Il pleurait, virgule, accoudé à l'étroite fenêtre de sa chambre, point. Quand il me vit, virgule, il se voila les yeux, point. Je fis un pas dans sa direction, point final. Alors, juste, on va procéder à une troisième lecture en essayant de revenir avec Rachid Santaki sur les points de difficulté de ce texte. Vous n'hésitez pas à nous dire quand vous avez hésité, douté, là où ça a pu coincer. Pour les auditeurs de France Culture, notez, sachez que le texte se trouve en intégralité sur le site d'En français dans le texte, sur cette page, sur franceculture.fr. Voilà. Quand j'avais commencé mon travail au Maristan, alors quand j'avais commencé, c'est un plus que parfait. J'avais AVAIS, commencé et, avec donc l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé du verbe commencer. Mon travail au Maristan. Maristan, qu'est-ce que c'est? Donc, Maristan, nom masculin, invariable. En Iran et dans tout le monde musulman, c'est un hôpital. Vous l'avez écrit comment? M-A-R-I-S-T-A-N. Parfait. Je vous ai volé votre parfait. On m'avait fortement mis en garde contre ces malheureux. Donc, c'est un homme. Néanmoins, on peut faire la liaison. M-I-S. Ouais, M-I-S. En garde contre ces malheureux. C-E-S. Malheureux, pas de difficulté. M-A-L-H-E-U-R-E-U-X. Jamais je ne devais leur adresser la parole. Adresser. E-R. À la fin. Ni même leur donner l'impression de les remarquer. ER à la fin également. Pourtant, certains d'entre eux... Alors, vous vouliez attirer notre attention, Rachid Santaki, sur le « entre eux ». En fait, je voulais préciser qu'on peut écrire tous les composants de mots avec « entre », sans trait d'union, ni apostrophe, et vous supprimez le « e » quand c'est devant une voyelle, donc entr'acte, entre jambes, et entre parenthèses préposition. On doit toujours se relier à un complément. Je pense qu'il n'y a rien entre eux, parce que vous avez peut-être des auditrices et auditeurs qui mettent un S. Alors, entre eux, là, pas de trait d'union à l'espèce, et certains avec un S. Souleymane, j'ai pas précisé, je sais pas comment vous l'avez écrit. Pourtant, certains d'entre eux, certains donc au pluriel, m'inspiraient A-I-E-N-T, pitié. Alors, pitié est un nom féminin, vous écrivez I-E, E-E, pardon, I, ou E. J'ai mis I et E. I et E pour la pitié. Ouais, et S derrière. Et S. Rachid Santaki. Non, pas de S. Ah, purée. Mais c'est bien première faute. Alors, il n'y a pas de... C'est un nom féminin, la pitié, pas de muet à la fin. La plupart des noms féminins qui se terminent par T ou Tier s'écrivent sans E, comme la pitié. Mais il y a des exceptions, il y en a toute une liste, et notamment la dictée et E, ou la jetée, par exemple, et E. Voilà, il y a 5-6 noms féminins comme ça, qui s'écrivent toujours et E. T et E à la fin. Et puis, à noter aussi que les noms féminins qui indiquent une quantité ou un contenu, comme la cuillerée, se terminent aussi par et E. On y ajoute un E. Donc, m'inspirait pitié et, surtout, un homme âgé et maigre et à moitié, encore la moitié, mais à moitié et chauve. Et tout simplement. Ah, c'est ce que j'ai mis. Ah ouais, voilà, c'est ce que j'ai mis. C'est vrai, parfois on doute en fait. Ouais. La dictée, on peut douter. Donc, ouais, non, ça va, super. Et à moitié chauve, pardon, qui passait sa journée à prier, ER, et psalmodier. Comment vous l'avez écrit? Donc, P-S-A-L-M-O-D-I-E-R. Parfait. Très bien. Donc, psalmodier, verbe transitif, réciter ou dire d'une façon monotone. C'est pas vous. Vous ne psalmodiez pas votre dictée. Qui passait sa journée à prier et à psalmodier et qui embrassait tendrement ses enfants quand ils venaient le voir. Un soir, alors il venait, V-E-N-A-I-E-N-T, on est au pluriel. Un soir, virgule, j'étais resté A-I-S, ouais, et resté et tard à mon bureau pour recopier les pages d'un registre sur lequel j'avais renversé, idem, par inadvertance. Inadvertance? Donc, I-N-A-D-V-E-R-T-A-N-C-E. Parfait. Une tasse de sirop. Sirop, S-I-R-O-P. Parfait. En partant. On aime bien le sirop. Donc J'allais vous dire, oui. Ça sent le vécu.
En partant, je louchais vers cet homme. Il pleurait accoudé à l'étroite fenêtre de sa chambre. Je louchais. Alors attention, vous l'avez écrit comment à la fin, Elle, conjugué comment? louchait, j'ai mis E-A-I-S. Alors du coup, pour information, parce que parfois j'ai mal lu le passé simple, en fait, quand le verbe là, il est conjugué, non pas à l'imparfait, mais au passé simple, et en fait, la prononciation, c'est loucher, l'équivalent d'un E accent aigu. Ok, d'accord. Et donc du coup, c'est pour ça que j'insistais sur le je louchais. Ah, voilà. super. Mais c'est vrai que c'est presque un homophone Ouais, c'est ce que... de l'imparfait. Ouais. Qui se terminerait par je louchais AIS et le passé simple je louchais AI, Rachid Santaki. Donc là, c'était un passé simple, LOUCHAI, alors que le il pleurait qui arrive juste après est un imparfait Exactement. et se terminera donc par AIT. Ok. Et pour le savoir comment on fait, le plus simple c'est toujours de dire en partant, tu louchas vers cet homme ou il loucha, parce que c'est que avec le jeu que la question se pose en termes d'homophonie. Il pleurait accoudé à l'étroite fenêtre de sa chambre. Quand il me vit, il se voila les yeux. Voilà. Un L, deux L. J'ai mis un L. Parfait. Et je fis un pas dans sa direction. Vous avez vu d'autres difficultés? Vous avez eu des... Peut-être... Là, j'ai 2 fautes, mais non, sinon ça va, dans l'ensemble, ça allait. Elle était plutôt sympa, cette dictée. Voilà, la promesse est gentil. tenue. Ouais. Il a été gentil avec moi. Non, c'était un texte en lien avec notre week-end, donc pas de faveur auprès de nos Il y a un peu de invités. triche quand même et de bakchiche sur la table. Une dictée facile. Mais non, mais elle est belle cette dictée. Parlez-nous un peu de ce texte, de ce Léon l'Africain. Parlez-nous d'Amin Malouf. Oui, pour rebondir sur ce que vous racontiez tout à l'heure par rapport à ce personnage, Amin Malouf dit qu'il avait découvert ce nom en bas d'une page, en note. Et quand il a été, donc il expliquait qu'il était très curieux, il a été chercher des informations, il a découvert ce personnage, il a eu envie de lire un livre sur sa vie, et il a ainsi décidé de l'écrire. Voilà, le livre n'existait pas, il l'a écrit lui-même, c'est parfois ce qui est le plus simple à faire. Ça évoque le projet que vous menez actuellement, Souleymane Sissoko, avec des jeunes de CM2, de primaire, écrire sa vie ou écrire la vie des autres, celle qu'on a envie de lire ou qu'on voudrait pouvoir raconter. Ce projet, il s'appelle Tous ensemble, écrire son histoire. Vous allez dans des classes de CM2, 2 classes actuellement dans le 19e à Paris, et vous demandez quoi aux enfants? Exactement, donc le but c'est vraiment de sensibiliser les jeunes à écrire leur histoire, mais surtout essayer de la vivre. Puis nous, le but, c'est vraiment de les accompagner dans leur projet. Et on aura l'aide d'ailleurs de Rachid, qui est toujours partant pour ce genre de projet. Et voilà, montrer aux jeunes qu'on peut être certes issu d'un milieu qui est parfois très compliqué, mais qu'en se donnant les moyens, on peut y arriver. C'est ce qu'il faut se dire. Il y en a beaucoup d'entre eux qui sont talentueux, etc., mais ils ont juste besoin d'être guidés et d'être bien accompagnés surtout. Et le but de cette initiative, c'est vraiment ça, de les accompagner au plus près, afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Votre histoire à vous, vous l'avez écrite? Je l'ai pas vraiment écrite, mais je pense que je vais participer à cet exercice avec eux. Après moi, entre guillemets, je la vis déjà, plus ou moins mon histoire. Aujourd'hui, je rêvais d'aller au jeu, j'avais ça en tête, j'y pensais tous les jours. J'ai été au jeu, j'ai ramené une médaille olympique. Là, c'est vrai que j'ai une autre histoire, c'est chez les professionnels. Je veux vraiment devenir champion du monde unifié. J'y travaille tous les jours, mais c'est vrai que je dois l'écrire et je vais me prêter au jeu avec ces jeunes du 19e arrondissement. Votre histoire à vous, elle commence où, Souleymane Sissoko? Moi, je suis né le 4 juillet 1991 au Sénégal. Je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Puis, à l'âge de 6-7 ans, je suis arrivé dans le 19e arrondissement. Je suis tombé amoureux de ce quartier parce que voilà, c'est très cosmopolite. Il y a énormément de monde, il y a de tout. Et au-delà de ça, c'est que on encourage, lorsqu'on voit un jeune qui veut s'en sortir, on l'encourage. On est derrière lui, il y a beaucoup de personnes qui te motivent et surtout aujourd'hui, je suis entre guillemets un exemple pour pas mal d'entre eux parce que je suis quelqu'un qui a quand même réussi à concilier le sport mais aussi les études. J'ai jamais lâché les études parce que mon père, il était très à cheval dessus et aujourd'hui, ça a fait ma force. Lorsque j'étais trop concentré sur le sport, ça allait pas trop. Lorsque j'étais trop focus sur les études, ça allait pas trop. Mais lorsque j'ai trouvé l'équilibre entre les deux, c'est là où j'ai eu les meilleurs résultats dans ces 2 domaines. C'est comme Léon l'Africain. Vous êtes un Léon l'Africain aussi, entre 2 rives, né à Dakar, grandi et vivant aujourd'hui en France. Né peut-être aussi, ou peut-être que vous avez grandi entre 2 langues, ou est-ce que le français a toujours été la langue à la maison aussi? Exactement, j'ai grandi entre 2 langues, entre le Wolof et le français.
Et maintenant, je vis avec entre 3-4 langues, donc parce que je suis beaucoup aux États-Unis aussi. Mais c'est exceptionnel, en tout cas, de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir d'autres modes de vie, d'autres façons de penser. Ça ouvre énormément. Vous boxez en anglais maintenant ? Je boxe en anglais, exactement. Mais vous boxez aussi en musique, il faut le dire. Ça, c'est une boxe plus sensuelle, un combat chorégraphique que vous avez dansé, car il a été aussi pensé par elle, avec la danseuse Marie-Agnès Gillot. Vous étiez ensemble cette semaine, et à ce propos, à la scène musicale pour une soirée-concert orchestrée par Arthur H, avec ses mots, avec son piano, la boxeuse amoureuse. Est-ce qu'on peut en écouter quelques notes ? Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang, et de sang. On pourrait avoir bientôt une dictée avec des mots d'un musicien, d'un chanteur, d'un parolier. Depuis que Bob Dylan a eu le prix Nobel de littérature, on sait que maintenant la littérature, elle est partout. Elle passe partout, par tous ceux qui aiment les mots, qui les affectionnent. Ça passe aussi par la chanson. Pour vous, la langue, la littérature, elle est où ? Elle est dans la vie de tous les jours. Pour moi, c'est quelque chose de super important aujourd'hui. Et faut toujours garder ça en nous, quoi. C'est au niveau des plus jeunes, leur inculquer cette culture de l'écriture, parce que aujourd'hui on écrit tous les jours. Même si on est une génération plus ou moins très connectée, on passe beaucoup de temps derrière nos téléphones, les mots sont réduits, etc. Mais ça fait une richesse, je pense, de savoir bien écrire. Pas faire beaucoup de fautes d'orthographe, mais bon, ça on s'entraîne. On s'y entraîne, mais c'est vrai que c'est super important. Une culture décomplexée aussi. Bien sûr. Se rappeler que la littérature appartient à tous. Bien sûr, exactement. Merci beaucoup à vous, Souleymane Sissoko, d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir cette dictée sur le Facebook de France Culture et envoyer vos commentaires à notre maître S-Dictée, ou la réécouter si vous le souhaitez en vous abonnant sur le fil des podcasts à En français dans le texte. Tout de suite, l'anagramme de notre physicien Étienne Klein. Il fait valser les lettres chaque semaine dans En français dans le texte. Bonjour Étienne Klein. Bonjour Olivia. Et parfois aussi, il fait culbuter les poussettes. Alors vous allez me demander qu'est-ce que c'est ? Mais en fait, il s'est produit à la fin du XXe siècle un événement à la fois anecdotique et hautement symbolique, le retournement des poussettes. Auparavant, les très jeunes enfants étaient assis dans le sens opposé à la marche, c'est-à-dire mis dans un face-à-face rassurant avec la personne qui les poussait, en général leur mère ou leur père, ce qui les installait dans un rapport affectif permettant les sourires, les grimaces, les gestes de tendresse, l'échange de paroles. Mais désormais, les enfants ne voient plus la personne qui les pousse, ils sont poussés face au vide, de sorte que leurs regards ne croisent plus que des passants anonymes. Comme nous-mêmes désormais, l'enfant n'a plus d'autre horizon qu'un présent immédiat, informe, donc troublant. Dans son ouvrage « Une folle solitude », le philosophe Olivier Rey défendait l'idée que la démocratie et la science se sont associées pour contribuer à cette inversion radicale. L'une et l'autre privilégient en effet un sujet libéré du poids du passé et des entraves traditionnelles, regardant d'emblée vers l'avant et condamné par ce fait même à s'inventer à partir de ses propres forces. Quoi qu'il en soit, il reste que le retournement des poussettes a subrepticement placé les jeunes humains dans une configuration étrange, possiblement anxiogène, susceptible d'affecter leur tonicité existentielle. C'est ce que dit l'anagramme retournement des poussettes a pour anagramme posture démente, tonus stressé. C'était l'anagramme d'Étienne Klein. Merci beaucoup. À réécouter sur franceculture.fr. C'était En français dans le texte, émission préparée par Sandrine Chaperon et Catherine Denay, réalisée avec soin par Midia Portis-Guérin, avec à la technique Nasser Moussaoui. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site, sur franceculture.fr. Bel après-midi à tous sur France Culture.